Une jeune fille vivant dans la pauvreté jouait près d'une grande tour de bureau à La Défense, à Paris, lorsqu'elle surprit deux hommes parlant arabe à voix basse d'un explosif caché dans une voiture de luxe noire. En comprenant que l'homme qu'il visait était un puissant PDG, elle courut pour le prévenir, juste avant qu'il ne monte dans la voiture. Son courage ne sauva pas seulement une vie, il changea aussi la sienne à jamais. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On adore le savoir. Une petite fille d'environ 6 ans marchait lentement le long du trottoir, juste devant la tour de verre et d'acier. Sa robe jaune maintenant tachée de poussière frôlait ses jambes, tandis qu'elle se penchait pour ramasser un à un des bouchons de bouteilles. Ses petites mains étaient rapides et ses yeux fouillaient le sol à la recherche de ceux qui brillaient un peu plus que les autres. C'était ainsi qu'elle jouait, elle n'avait pas de jouets à la maison. Pour elle, les bouchons étaient des trésors. Certains étaient colorés, d'autres cabossés, d'autres encore portaient des dessins étranges. Le soir, elle les alignait par taille et par couleur sur la tablette près de son lit. Elle vivait avec sa grand-mère, Madame Haddad, qui la surveillait toujours, depuis la fenêtre de leur petit appartement HLM à Nanterre. La vieille femme avait fui la guerre des années auparavant et avait emmené la fillette alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Chaque matin, la même scène se répétait, la petite descendait vers l'esplanade pour chercher de nouveaux bouchons, tandis que des hommes et des femmes en tailleur se hâtaient vers les ascenseurs de la tour, que des berlines d'affaires entraient et sortaient sans jamais remarquer la fillette. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. En flânant entre les voitures rutilantes, stationnées bien droit le long du trottoir, elle crut apercevoir un bouchon vert sous un véhicule. Elle se pencha pour le saisir, puis s'immobilisa brusquement. Une voix lointaine dans une langue qu'elle connaissait venait de la faire tressaillir. C'était de l'arabe. Sa grand-mère la lui avait apprise à la maison en lui racontant des histoires et des poèmes dans cette langue. Elle leva la tête et vit deux hommes debout près d'une berline noire. L'un portait un costume sombre et des lunettes noires, sans doute le chauffeur. L'autre, vêtu d'une longue djellaba blanche et d'un kéfier, parlait doucement. La fillette était assez proche pour entendre. D'abord, elle ne saisit pas tout, mais certains mots lui parurent familiers, ceux que sa grand-mère prononçait lorsqu'elle évoquait la guerre explosive. Cuir, tunnel, quand il montra. Ces mots la glacèrent. Son petit corps se figea. Elle venait de comprendre qu'il préparait quelque chose d'horrible. Elle resta accroupie derrière la voiture, le cœur battant à tout rompre. Elle ne comprenait pas tout, mais elle en savait assez quelque chose de grave allait se produire, et cela concernait un homme qui devait bientôt monter dans cette voiture. Autour d'elle, des passants entraient et sortaient de la tour, parlant au téléphone riant, tenant leur café à emporter. Personne ne semblait remarquer les deux hommes ni leur conversation étrange. Elle pressa sa paume contre le bitume brûlant, cherchant que faire. Prévenir quelqu'un, mais qui croirait une fillette en robe jaune sale qui ramasse des bouchons? Les hommes continuèrent à parler quelques instants, puis hochèrent la tête et se séparèrent. L'un se dirigea vers la berline, l'autre disparut dans la foule. La fillette resta tapie les doigts serrés sur le bouchon qu'elle venait de ramasser. Soudain, les portes vitrées de la tour s'ouvrirent. Un homme grand, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, sortit en ajustant sa cravate et en saluant poliment ceux qu'il croisait. La fillette ne l'avait jamais vu, mais elle comprit aussitôt qu'il était important, sans doute, le PDG de l'entreprise, M. Marc Delcourt. Il marchait avec assurance, et les gens s'écartèrent sur son passage. Il ne la regarda pas plus, qu'il ne remarqua les voitures garées, il se dirigeait droit vers la berline noire. Le chauffeur ouvrit la portière et l'attendit. L'homme en costume bleu hocha la tête en approchant sans rien remarquer d'anormal.
La fillette regarda à nouveau la voiture et se souvint des mots qu'elle avait entendus explosifs. Quand il montra, son ventre se noua. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Ses jambes tremblaient, sa poitrine se serrait. Chaque pas de l'homme semblait le rapprocher du danger. Elle rampa derrière une autre voiture, essayant de rester cachée tout en continuant à observer. Elle se souvint des paroles de sa grand-mère. Certains font du mal aux autres pour prouver quelque chose ou se venger. Elle n'avait jamais vraiment compris avant, mais maintenant, elle voyait la réalité brutale et silencieuse se dérouler sous ses yeux. Ses petits yeux suivaient l'homme au costume bleu alors qu'il contournait l'avant de la berline. La guerre. Et combien il était important de faire attention. Émilie serra plus fort le petit bouchon dans sa main, l'enfonçant dans sa paume. Le chauffeur jeta un rapide coup d'œil autour de lui, l'air détendu, sans montrer la moindre inquiétude. La fillette crut entendre dans sa tête la voix de sa grand-mère, lui racontant ce que les gens avaient fait pendant la guerre, comment certains avaient survécu, simplement parce qu'ils avaient su observer. Elle voulut crier, mais la peur la paralysait. Elle regarda vers la tour, aucun agent de sécurité à proximité, et les passants continuaient leur chemin indifférent. Le temps semblait à la fois s'accélérer et se figer. Au moment où l'homme au costume bleu tendit la main vers la portière de la berline, la petite se redressa. Elle était encore loin, mais sa tête dépassait désormais la rangée de voitures. Elle leva légèrement la main, sans savoir si quelqu'un la verrait. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle n'avait pas l'habitude de crier. Sa voix semblait coincée. L'homme s'arrêta une seconde probablement pour vérifier son téléphone, et elle fit un pas en avant. Son regard alla du chauffeur à la voiture, puis aux portes vitrées, espérant que quelqu'un, n'importe qui, remarquerait quelque chose. Mais personne ne voyait rien. Elle n'était qu'une enfant, et elle savait que la plupart des adultes ignorèrent les enfants, surtout ceux qui n'avaient pas l'air à leur place. Une brise légère souleva ses cheveux et les fit glisser devant son visage. Elle fit un autre pas, tenta de parler à nouveau. Sa voix tremblait, mais rien ne sortit. Elle le vit poser la main sur la poignée. À cet instant précis, les mots entendus plus tôt résonnèrent dans sa tête. Cuir tunnel quand il montra explosif. C'était réel. L'homme au costume bleu s'apprêtait à monter dans une voiture qui pouvait exploser. Elle eut la sensation que l'air manquait. Tout autour d'elle, la tour, les voitures, les passants disparus. Il ne restait plus que la berline noire. Le chauffeur demeurait impassible. L'homme esquissa un léger sourire et ouvrit la porte. Alors, Émilie fit un pas de plus, le cœur battant à tout rompre. Elle ignorait si quelqu'un d'autre avait entendu ce qu'elle avait entendu, si quelqu'un la croirait. Mais elle savait qu'il fallait agir. Elle n'était qu'une fillette en robe jaune sale, tenant un bouchon de bouteille. Pourtant, elle était peut-être la seule à connaître la vérité. Elle n'hésita plus. Dès qu'elle le vit s'approcher du véhicule, elle se mit à courir vers lui. Ses petites sandales claquaient sur le trottoir résonnant entre les façades de verre. Elle ne pensa pas à ce que diraient les gens. Elle se moquait qu'on la gronde ou qu'on la chasse. Elle savait qu'elle devait l'avertir. Lorsqu'elle l'atteignit, elle attrapa vivement la manche de son costume bleu et tira de toutes ses forces. L'homme s'arrêta, baissa les yeux surpris de voir une fillette poussiéreuse en robe jaune debout devant lui. Son visage exprima d'abord la confusion, peut-être même une pointe d'agacement. Mais Émilie ne lui laissa pas le temps de parler. Elle s'approcha et chuchota précipitamment. « Ne montez pas dans la voiture. C'est un piège. » Il parlait arabe. L'homme cligna des yeux et la fixa. Il ne savait pas qui elle était, ni ce qu'elle voulait dire. Tout semblait étrange, mais quelque chose dans sa voix le fit hésiter. Il la regarda plus attentivement. Avant qu'il ne dise un mot, un agent de sécurité posté non loin s'approcha rapidement.
Son visage était fermé, sa main déjà sur la radio fixée à sa ceinture. Il s'apprêtait à repousser la fillette ou à appeler du renfort, mais l'homme en costume bleu leva la main pour lui faire signe d'attendre. Le PDG, M. Marc Delcourt, propriétaire du grand groupe, dont la tour portait le nom, baissa à nouveau les yeux vers elle. « Qu'entendez-vous par piège ?» demanda-t-il d'une voix calme mais tranchante. La fillette prit une grande inspiration et tenta d'expliquer du mieux qu'elle put. Elle raconta les 2 hommes aperçus près de la voiture, celui déguisé en chauffeur et celui en tenue arabe, puis répéta les mots exacts qu'elle avait entendus explosif cuir-tunnel quand il montra. Elle précisa qu'elle avait appris l'arabe avec sa grand-mère et qu'elle savait ce que ces mots signifiaient. Elle planta ses yeux dans les siens, espérant qu'il la croirait. L'homme l'écouta sans l'interrompre. Son visage ne trahissait ni panique, ni incrédulité, mais il ne souriait plus. Il demanda simplement « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête sans hésiter. Ses mains tremblaient, mais elle ne détourna pas le regard. Quelques secondes de silence s'installèrent. L'agent de sécurité resta figé observant la scène. Derrière eux, la berline noire attendait le chauffeur debout, à côté la portière toujours ouverte. L'homme en costume bleu tourna lentement la tête vers le véhicule. Il ne s'en approcha pas. Il ne chercha pas à vérifier. Il se contenta de dire posément à l'agent « On retourne à l'intérieur ». L'agent parut surpris, mais obéit sans discuter. Monsieur Delcourt jeta un dernier regard à la fillette, puis rentra dans la tour l'agent sur ses talons. Émilie resta seule sur le trottoir haletante, les doigts crispés autour de son petit trésor de métal. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle lui avait dit la vérité. Mais même s'il n'était pas monté dans la voiture, Émilie sentait qu'il manquait quelque chose. Elle resta là, observant la berline depuis le trottoir. Personne ne semblait remarquer quoi que ce soit d'anormal. Les passants continuaient à marcher absorbés par leur téléphone ou leur discussion. Le chauffeur lui demeurait à côté de la portière imperturbable, attendant comme si de rien n'était. Le temps paraissait suspendu, figé dans une étrange immobilité. Bien qu'il ait écouté son avertissement et se soit éloigné, elle avait le sentiment que ce n'était pas suffisant. Son ventre se nouait, ses mains transpiraient. Elle se souvint d'une phrase que sa grand-mère répétait souvent. « Si tu sais qu'il y a un danger et que tu te tais, c'est comme si tu l'aidais. » Elle avait parlé oui, mais désormais, elle sentait qu'elle devait faire davantage. Il fallait qu'elle prouve qu'elle ne mentait pas. Elle regarda autour d'elle, cherchant une idée. Et soudain, elle se rappela quelque chose d'important. À quelques rues de là, dans le tiroir de la table de nuit, se trouvait le vieux téléphone de sa grand-mère. On ne l'utilisait plus, mais elle savait qu'il avait encore une caméra. Si elle pouvait rapporter une photo ou une vidéo, alors quelqu'un la croirait. Sans perdre une seconde, Émilie fit volte-face et se mit à courir. Elle dépassa les employés qui fumaient devant la tour Delcourt, longea les voitures garées et franchit les portes de sécurité sans même regarder en arrière. Son esprit ne pensait qu'au téléphone. Ses jambes lui faisaient mal, mais elle n'arrêta pas. L'immeuble où elle vivait n'était pas loin. Elle connaissait le chemin par cœur. Cette fois pourtant, elle n'y rentrait pas pour jouer ni pour se reposer. Elle avait une mission. Les bâtiments défilaient autour d'elle. Elle traversa une rue, puis une autre ses sandales, soulevant la poussière du trottoir. Sa respiration devenait haletante, mais elle continua. Dans sa tête, elle revoyait l'homme au costume bleu, les mots qu'elle avait entendus, et la voiture toujours là en attente. Et si quelqu'un d'autre montait à sa place, et si le chauffeur partait avant qu'elle ne revienne, elle devait faire vite. Il n'y avait pas une minute à perdre. Lorsqu'elle arriva devant leur immeuble de Nanterre, elle monta les escaliers 2 par 2 pas, question d'attendre l'ascenseur. La porte de l'appartement n'était pas verrouillée. Elle entra en criant le nom de sa grand-mère, mais personne ne répondit. Tant pis,
Elle fonça droit vers le tiroir, l'ouvrit d'un coup sec et trouva le vieux portable à l'endroit exact où elle l'avait laissé. L'appareil était rayé, couvert de poussière, mais en appuyant sur le bouton, l'écran s'alluma. Elle lança la caméra, elle fonctionnait. Sans reprendre son souffle, elle ressortit en courant, serrant le téléphone dans sa petite main. Elle redescendit les escaliers à toute vitesse, frôlant les voisins sans s'arrêter. Son cœur battait de plus en plus fort, autant par la peur que par l'urgence. Elle ignorait ce qu'elle allait trouver. En revenant la voiture, aurait-elle disparu? Le chauffeur la remarquerait-il? Quelqu'un essaierait-il de l'en empêcher? Peu importait. Elle avait entendu quelque chose de grave, de vrai, et désormais, elle possédait le moyen de le prouver. Elle courut aussi vite que possible jusqu'à la tour Delcourt, tenant fermement dans sa main le vieux téléphone de sa grand-mère. Son souffle était court, ses tempes pulsaient. Lorsqu'elle arriva sur l'esplanade, la berline noire était toujours là, garée au même endroit, et le chauffeur se tenait toujours à proximité, l'air calme et professionnel. Émilie balaya la place du regard. Il ne fallait pas qu'on la voie. Elle chercha un abri et aperçut une grande poubelle de pierre près du trottoir, assez large pour cacher son petit corps. Elle s'y glissa et s'accroupit derrière, s'assurant de rester invisible. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle déverrouilla le téléphone et ouvrit l'application dictaphone. Elle appuya sur le bouton rouge et tendit l'appareil vers la voiture, le micro pointé dans sa direction. Puis elle attendit immobile, à l'affût du moindre son. 1 minute passa, puis des pas approchèrent. Les mêmes 2 hommes réapparurent près de la berline. Le cœur d'Émilie fit un bond. Elle reconnut immédiatement leur voix, celle du faux chauffeur et celle de l'homme en tenue traditionnelle. Ils parlaient tranquillement, sans peur ni précipitation, en arabe exactement comme avant. Le chauffeur murmura « Dès qu'il s'assied, le détonateur sous le siège se déclenchera. » Un frisson glacé parcourut la fillette, mais elle continua d'enregistrer. L'autre répondit calmement « Il ne saura même pas ce qui l'a frappé. » Leur ton restait posé, presque banal, comme s'ils discutèrent d'une tâche quotidienne. Pourtant, leurs mots ne l'étaient pas. Elle entendit d'autres expressions, contrat, fuite de données, ce sera rapide. Elle ne comprenait pas tout, mais elle en savait assez, ce n'était pas seulement dangereux. C'était organisé, prémédité et terriblement réel. C'était planifié, organisé et bien réel. Émilie fit en sorte que le téléphone reste bien stable pour que le son soit clair. Les 2 hommes continuèrent à parler, encore un moment, puis celui en djellaba regarda sa montre avant de s'éloigner tranquillement. Le chauffeur referma la portière et reprit sa place, silencieux, l'air détaché. La fillette arrêta l'enregistrement et abaissa lentement le téléphone. Elle ne bougea pas tout de suite, attendant quelques secondes pour s'assurer que personne ne l'avait vue. Ses jambes engourdies la faisaient souffrir d'être restée si longtemps accroupie et son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, l'enregistrement était sauvegardé. Elle appuya 1 seconde sur lecture. Les voix se firent entendre claires, reconnaissables. Ça avait marché. Elle avait une preuve. Une vraie. Pas seulement des mots entendus, mais les voix même des hommes prononçant chaque phrase. Une vague de peur et de fierté la traversa. Elle n'était plus seulement une enfant, espérant qu'on la croie, elle tenait quelque chose de concret. Elle jeta un dernier regard discret autour de la poubelle de pierre. Personne ne prêtait attention à elle. Alors, prudemment, elle se releva, tâchant de paraître calme, même si ses jambes voulaient accourir. Chaque pas lui donnait l'impression que le temps s'échappait. En s'éloignant de la voiture, elle pensa à M. Delcourt. Il l'avait écoutée, mais il ne l'avait pas entièrement crue et elle ne pouvait pas lui en vouloir. Elle n'était qu'une fillette sans preuve à ce moment-là. Mais maintenant, elle en avait une.
Elle serra le téléphone contre sa poitrine comme un trésor fragile. Elle savait qu'elle devait donner l'enregistrement à quelqu'un capable d'arrêter le plan, peut-être le garde, peut-être le PDG lui-même, ou quelqu'un à l'intérieur. Mais il fallait être prudente. Si la mauvaise personne entendait ce qu'elle avait capté, on risquait de lui arracher le téléphone. Elle marcha vite, la tête baissée. Elle essaya de penser comme sa grand-mère lui avait appris « Reste maligne, reste cachée, reste courageuse ». Elle ne savait rien des contrats, ni des fuites de données, ni des détonateurs. Elle savait seulement qu'un homme allait mourir si elle ne faisait rien. Et cela suffisait. Elle ne se retourna pas vers la berline. Elle savait déjà ce qui s'y trouvait. Son esprit était désormais fixé sur un seul but, atteindre un endroit sûr et trouver quelqu'un qui écouterait. Elle traversa la même rue que tout à l'heure, mais cette fois, elle ne sentait plus la fatigue. La peur suffisait à la porter. Les voix résonnaient encore dans sa tête. Dès qu'il s'assied, il ne saura pas ce qui l'a frappé. Ce sera rapide. Elle se demanda combien de personnes dans cette tour avaient la moindre idée de ce qui se tramait juste devant leur porte. Probablement aucune. Les adultes croyaient toujours que quelqu'un d'autre faisait attention. Aujourd'hui, la seule personne qui voyait tout, c'était une fillette de 6 ans en robe jaune poussiéreuse. Elle n'avait ni pouvoir ni argent, mais elle possédait quelque chose que les hommes n'avaient pas prévu. Elle comprenait leur langue et elle avait une preuve. C'était assez pour tout changer. Lorsqu'elle atteignit enfin l'angle du pâté de maison, elle ralentit et inspira profondément. Elle regarda à nouveau le téléphone. L'enregistrement était bien là, réel, intact. Elle savait qu'elle ne pouvait pas attendre longtemps. Quelque chose en elle lui disait que le plan continuerait, que l'homme reviendrait, ou que d'autres prendraient le relais. Elle se tourna vers la tour Delcourt, invisible depuis l'endroit où elle se trouvait, et sentit qu'elle n'en avait pas fini. Elle avait déjà fait preuve d'un courage immense en se glissant pour enregistrer les voix. Mais le plus important restait à venir livrer la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Cette fois, elle n'avait plus seulement la peur pour moteur, elle avait une preuve. Le téléphone serré dans sa main, Émilie poussa les lourdes portes vitrées de la tour et entra dans le vaste hall. L'endroit était lumineux, impeccable. Des dizaines de personnes marchèrent dans tous les sens, parlant au téléphone, portant des dossiers. Elle se sentit minuscule, mais n'hésita pas. Son regard balaya la salle à la recherche de quelqu'un d'important, de quelqu'un qui pourrait écouter. Elle aperçut alors une femme près de l'accueil. Elle portait un tailleur beige et un badge argenté accroché à la veste. Pas un badge de sécurité, mais plutôt celui d'une cadre, peut-être une assistante de direction. Émilie s'approcha, tira doucement sur sa manche et attendit que la femme se retourne. D'abord, Claire Martin, l'assistante, parut confuse, ne comprenant pas pourquoi une enfant seule se trouvait là. Mais la fillette ne perdit pas de temps. Elle leva légèrement le téléphone et dit d'une voix douce mais ferme « J'ai un enregistrement. Ils veulent faire du mal à votre patron. » L'assistante fronça les sourcils incertaine du sens de ses paroles. Pourtant, quelque chose dans le regard de l'enfant la retint. Elle hésita un instant, ne sachant pas s'il fallait appeler la sécurité ou simplement s'en aller. Mais au lieu de la repousser, elle prit doucement le téléphone des mains d'Émilie avec une précaution mêlée de curiosité. La fillette toucha l'écran et appuya sur lecture. D'abord, il n'y eut que le silence, puis les voix d'hommes résonnèrent à travers le haut-parleur, parlant en arabe. La femme ne comprenait pas la langue, mais lorsque le mot « explosif » fut prononcé clairement, elle se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Émilie se pencha et traduisit à voix basse. « C'est sous le siège de la berline. » Le visage de Claire Martin pâlit aussitôt. L'incrédulité qui l'avait habité quelques secondes plus tôt fit place à l'inquiétude. Sans poser d'autres questions, elle prit doucement Émilie par le bras.
Viens avec moi. » Elles traversèrent ensemble le vaste hall, passèrent devant les agents d'ascenseur et descendirent un couloir où les conversations se turent à leur passage. Émilie serrait à nouveau le téléphone contre elle, enfin quelqu'un la prenait au sérieux. Claire ouvrit la porte d'un grand bureau. À l'intérieur, M. Delcourt, le PDG en costume bleu, parlait au téléphone marchant lentement, d'un pas nerveux. Lorsqu'il aperçut l'enfant entrer avec son assistante, il s'interrompit net. « Attendez une minute, » dit-il à son interlocuteur avant de raccrocher brusquement. Son regard passa de la fillette à Claire, qui lui tendit le téléphone. « Elle dit que vous devez entendre ceci, » expliqua l'assistante d'une voix encore tremblante. Émilie s'avança. Cette fois, elle ne tremblait plus. Elle raconta tout depuis le début, les deux hommes près de la voiture, les mots arabes, l'avertissement ignoré, puis sa course jusqu'à l'appartement pour rapporter le téléphone. Ensuite, elle fit à nouveau écouter l'enregistrement. Le silence tomba dans la pièce. Monsieur Delcourt ne bougea pas, n'interrompit pas, ne dit rien. Il écouta jusqu'à la fin, immobile, concentré. Lorsque les voix cessèrent, il releva lentement la tête. Son regard était grave. Il ne cria pas, ne rit pas, ne douta pas qu'une enfant puisse avoir raison. Il demanda seulement d'un ton bas. « Tu es sûr de toi ?» La fillette soutint son regard et hocha simplement la tête. Elle avait tant de fois répété son histoire dans sa tête qu'elle n'avait plus peur de la dire. Monsieur Delcourt resta silencieux un moment pensif. Il n'était plus déconcerté comme tout à l'heure devant la voiture. Il savait maintenant que ce n'était pas une imagination d'enfant. C'était réel, enregistré et dangereux. À côté, Claire croisait les bras, anxieuse, attendant sa réaction. Émilie gardait le téléphone contre sa poitrine comme une preuve vivante de son courage. Elle ignorait ce qu'il allait décider, mais elle sentait que tout avait changé. Cette fois, personne ne pourrait lui dire qu'elle s'était trompée pas après avoir entendu ses voix. Le PDG inspira lentement, jeta un coup d'œil vers la grande baie vitrée où la berline noire était toujours visible, puis se tourna vers elle. « Tu as bien fait » dit-il d'une voix plus basse, puis se tournant vers son assistante. « Préviens la sécurité et appelle la police tout de suite. » Claire acquiesça et sortit précipitamment. Émilie resta là immobile. Elle ne savait pas si elle devait s'asseoir, partir ou parler encore. Alors, elle garda le silence. L'homme en costume bleu s'assit à son bureau. Il n'avait plus le calme ni l'assurance de ce matin-là. Il passa une main sur son visage. Pour la première fois, il paraissait réellement inquiet, pas pour ses affaires, mais pour sa vie. Il regarda à nouveau la fillette non plus comme une inconnue, mais comme la seule personne qui comprenait ce qui se passait. Elle ne sourit pas, ne se détendit pas. Elle savait que le danger n'était pas terminé. L'enregistrement prouvait ce qu'elle avait entendu, mais la bombe était toujours dans la voiture, et les hommes qui avaient tout préparé n'étaient pas loin. Même si M. Delcourt la croyait enfin, elle savait qu'une course contre la montre venait de commencer. Il ne la remercia pas encore, mais il n'en avait pas besoin. Le fait qu'il la croie suffisait. Il savait qu'il ne pouvait plus ignorer la menace. Aussitôt, il reprit le combiné d'une ligne sécurisée et composa un numéro direct. Il parlait d'une voix calme, brève, précise. À l'autre bout, un ancien officier de la DGSI, son conseiller en sécurité privée, quelqu'un qu'il connaissait depuis des années. Delcourt résuma la situation en quelques phrases et lui demanda de venir à la tour immédiatement. Quelques minutes plus tard, l'homme arriva, sans uniforme, mais son allure et son regard déterminé trahissaient une longue habitude des urgences. Émilie demeura dans le bureau avec Claire, tandis que le PDG et l'ancien agent descendaient par un couloir latéral jusqu'au centre de contrôle de sécurité, la salle où étaient stockées et surveillées toutes les images des caméras du bâtiment. Ils entrèrent dans le centre de contrôle,
donnèrent quelques instructions rapides et le personnel de sécurité commença à évacuer la zone autour du parking souterrain. M. Delcourt expliqua calmement ce qu'ils devaient chercher. Un technicien fit défiler les enregistrements des caméras hall d'entrée-garage accès latéraux. Ils commencèrent par les images de ce matin-là. La caméra de l'entrée principale montrait le chauffeur arrivant, avant tout le monde. Calme professionnel en uniforme, il paraissait parfaitement à sa place. Il gara la berline, sortit, inspecta brièvement la voiture. Puis un détail attira leur attention. À un moment, le chauffeur ouvrit la portière arrière, regarda autour de lui pour vérifier qu'il était seul et se pencha à l'intérieur pendant près d'1 minute. Ce geste ne correspondait à aucune vérification habituelle. Ils remontèrent ensuite les images de la veille. Le même homme, en uniforme identique, apparaissait cette fois dans la zone de livraison, un endroit interdit aux chauffeurs extérieurs. Il marchait comme s'il connaissait les lieux autre signal d'alerte. Puis, ils visionnèrent les images. D'il y a 2 jours, on le voyait arriver, avant le lever du soleil, alors que l'immeuble était encore fermé. Il ouvrait la berline, se penchait sous la banquette arrière et semblait déposer quelque chose avec précaution. L'angle de la caméra n'était pas parfait, mais le geste était clair. M. Delcourt ne disait rien, les mâchoires serrées. L'ancien officier de la DGSI se pencha en avant. C'est suffisant. Elle avait raison. C'est bien réel. Le PDG acquiesça lentement. Il donna l'ordre d'alerter la police, mais précisa discrètement. Pas de sirène, pas de gyrophare, pas de panique. Il fit ensuite préparer une évacuation du bâtiment. Mais au lieu d'annoncer une alerte à la bombe, ce qui provoquerait le chaos, ils utilisèrent un prétexte plus rassurant. Sur ordre de Claire, les services techniques reçurent l'instruction d'évacuer la tour pour une fuite de gaz suspectée. Les employés sortirent calmement sans savoir la vérité. Les agents de sécurité restèrent à leur poste silencieux, veillant à ne rien divulguer. Pendant ce temps, l'ancien officier contacta la brigade de déminage de la sécurité civile, déjà en alerte après la notification de la police. Leurs véhicules banalisés arrivèrent quelques minutes plus tard sans bruit. La zone autour de la berline avait été vidée sans attirer l'attention. Le faux chauffeur lui avait disparu. Personne ne l'avait revu depuis le matin. Les démineurs s'équipèrent et s'approchèrent. À l'aide de perches munies de caméras et d'outils robotiques, ils inspectèrent le dessous du véhicule. L'un d'eux ouvrit lentement la portière en suivant la procédure standard. Dans la salle de contrôle, tout le monde retenait son souffle. Quelques minutes plus tard, la voix du chef d'équipe retentit dans le micro-dispositif explosif confirmé. Sur l'écran, on distinguait un mécanisme soigneusement dissimulé sous le siège arrière camouflé avec du cuir et du tissu. Le système de détonation était à pression. Dès qu'une personne s'assiérait, la charge aurait explosé. Si M. Delcourt était monté dans la voiture ce matin-là, il serait mort. Il n'y avait plus de doute. Tout ce qu'Émilie avait entendu était vrai. Les spécialistes travaillèrent rapidement pour neutraliser l'engin. Ils utilisèrent des outils fins, un écran de protection et démontèrent le dispositif pièce par pièce. L'ancien agent suivait l'opération sur un moniteur, communiquant sans relâche avec l'équipe. M. Delcourt restait à côté, les bras croisés, silencieux. Quand le chef déclara enfin « zone sécurisée » et montra l'appareil neutralisé, il n'y eut pas de soulagement. Seulement la certitude, c'était une attaque planifiée. L'objectif était clair, le tuer en maquillant le crime en accident. L'agent annonça que le dispositif serait envoyé au laboratoire de police scientifique pour analyse empreinte composants. Provenance tout pourrait révéler qui se cachait derrière. Pour l'instant, M. Delcourt donna un dernier ordre. Passer en revue toutes les images de la semaine. Identifier chaque personne à qui le faux chauffeur a parlé.
La fillette venait de lui sauver la vie. Sans elle, il serait mort à cette heure. Dans le bureau, Claire était restée auprès d'Émilie, qui s'asseyait en silence, le téléphone toujours serré entre ses mains. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait la tension dans l'air. Un message parvint enfin dans l'oreillette de l'assistante. Elle regarda la fillette et esquissa un sourire doux. « Ils l'ont trouvé, dit-elle. C'était vrai. Tu avais raison. » Émilie ne sourit pas. Elle hocha simplement la tête, le regard fixé sur ses doigts. Elle n'était pas heureuse d'avoir eu raison. Tout cela faisait peur depuis le début. Mais au fond d'elle, elle était soulagée de ne pas avoir abandonné. Le PDG revint au bureau quelques minutes plus tard. Il marcha droit vers la fillette et la regarda non plus comme une enfant pauvre, ramassant des bouchons de bouteilles, mais comme celle qui venait de bouleverser le cours des événements. « Tu m'as sauvé la vie », dit-il doucement. Émilie ne répondit pas tout de suite, puis leva les yeux. « J'ai seulement fait ce que ma grand-mère m'a appris. » Monsieur Delcourt hocha lentement la tête. Le piège avait été tendu, mais grâce à elle, il n'était pas trop tard. L'équipe de sécurité ne perdit pas un instant. Dès que la bombe fut confirmée et neutralisée, ils passèrent à la phase suivante, tendre leur propre piège. Il fallait agir vite et avec intelligence. La berline fut replacée exactement là où elle se trouvait, dans la même position, la même orientation. De l'extérieur, rien ne paraissait changer, mais elle était désormais truffée de micro-caméras miniatures et capteurs sonores. À l'intérieur, un petit haut-parleur diffusait des bruits enregistrés, des pas des voix étouffées, simulant la présence de M. Delcourt, comme s'il s'apprêtait à reprendre la voiture. L'objectif, tromper toute personne, surveillant la scène à distance. Des équipes de surveillance furent postées sur les toits voisins, dans des véhicules banalisés et même à l'intérieur de la tour. Plusieurs agents de la DGSI infiltrés avaient rejoint l'opération, prêts à intervenir à tout moment. Chaque mouvement autour du bâtiment était observé en direct. Le plan était simple, attendre que les assaillants reviennent et se trahissent. Il s'avère que le faux chauffeur pouvait tenter de revenir pour déclencher la bombe à distance, persuadé que le PDG allait monter dans la voiture. Cette fois, il se rêvant prêt. Les heures passèrent sans incident. Les employés reprirent peu à peu leur travail inconscient du piège tendu sous leurs yeux. Seule une poignée de personnes connaissait la vérité. Émilie, elle avait été installée dans une pièce privée à l'étage, à l'abri des regards. Mais tout le monde savait que rien de cela n'aurait été possible sans elle. Les écrans du centre de sécurité diffusaient en continu les images des caméras. Chaque détail était scruté. Puis, juste avant le coucher du soleil, le faux chauffeur réapparut. Il portait les mêmes vêtements et avançait d'un pas tranquille, l'air sûr de lui. Il s'arrêta de l'autre côté de la rue, feignant de vérifier un véhicule après sa journée. Mais les agents, eux, voyaient tout. Ses yeux revenaient sans cesse vers la berline. Il traversa lentement ce posta près du rétroviseur, le redressa de la main gauche, tandis que la droite glissait dans sa poche. L'équipe retint son souffle. Ce geste pouvait signifier qu'il s'apprêtait à activer le détonateur ignorant que la bombe avait déjà été retirée. Autour de lui, plusieurs passants n'étaient en réalité que des agents déguisés. Lorsqu'il toucha de nouveau le miroir, une voix puissante résonna derrière lui. Les mains en l'air tout de suite. Le chauffeur se retourna surpris, tenta de fuir, mais en quelques secondes, il fut plaqué au sol. Il se débattit sans succès. Trop d'agents l'entouraient déjà. Ils lui passèrent les menottes et l'écartèrent de la foule. Les passants s'arrêtèrent déconcertés sans comprendre. Les agents formèrent aussitôt un cordon de sécurité, le soustrayant au regard. Au même moment, 2 autres arrestations eurent lieu du côté du quai de service. 2 hommes postés près d'une entrée technique furent maîtrisés sans résistance. L'un tenait un téléphone, sans doute l'appareil utilisé pour déclencher la bombe.
Tout se déroula rapidement, efficacement, sans provoquer de panique publique. Depuis la salle de sécurité, M. Delcourt observait la scène en silence sur les écrans. Une fois les suspects interpellés, les agents commencèrent immédiatement les interrogatoires préliminaires. Ils confirmèrent que l'attaque n'était pas isolée. Elle faisait partie d'un réseau international d'espionnage industriel. L'objectif était de dérober des contrats confidentiels et des données financières du groupe Delcourt stockées sur le réseau sécurisé de l'entreprise. L'attentat n'était donc pas seulement personnel, il était professionnel. Le but éliminer le PDG, maquiller sa mort en accident tragique et profiter du chaos pour pirater le système sans résistance. Les hommes impliqués étaient formés organisés. Le chauffeur devait fuir aussitôt la détonation enclenchée, tandis que les deux autres pénétreraient dans le bâtiment par la porte de service. Mais rien de tout cela ne se produisit. Leur plan préparé depuis des semaines, peut-être des mois, s'effondra entièrement. Ils n'avaient pas prévu qu'une petite fille de 6 ans en robe jaune, ramassant des bouchons, comprendrait l'arabe, ni qu'elle aurait le courage d'agir. La vérité les avait rattrapés. Les preuves furent soigneusement collectées, puis le dossier fut transmis aux autorités internationales chargées des affaires de sécurité et d'espionnage. À l'intérieur du bâtiment, M. Delcourt s'était réuni avec son assistante et l'ancien agent de la DGSI. Ensemble, ils passaient en revue les détails de la tentative d'attentat. L'agent expliqua que les suspects avaient des liens étrangers et utilisaient de fausses identités pour approcher leur cible. Leur plan était sophistiqué, préparé, avec des outils technologiques avancés et une précision méthodique. Mais aucune technologie, aucune stratégie n'avait pu empêcher ce qui s'était produit, leur échec total, causé par une enfant sans badge, sans titre, sans armes. Claire dit doucement, « Si elle n'avait pas parlé, nous n'aurions jamais rien su. » Monsieur Delcourt resta silencieux un moment. Il mesurait encore à quel point il était passé près de la mort. Puis il se leva et déclara simplement « Elle a tout changé. » Il demanda à la revoir. Quelques minutes plus tard, Émilie entra de nouveau dans le bureau, tenant toujours le vieux téléphone entre ses mains. Elle paraissait fatiguée, mais calme. Le PDG s'approcha d'elle, se pencha légèrement et dit « Ils ont été arrêtés, grâce à toi. » Émilie hocha la tête sans un mot. Elle ne voulait ni médaille, ni argent, seulement être certaine que le danger était écarté. L'affaire ne fut jamais rendue publique. La police nationale et les services de l'État s'assurèrent que l'incident reste confidentiel, officiellement classé comme une anomalie technique. Le lendemain, la tour Delcourt reprit ses activités normales, mais ceux qui avaient vécu ces heures-là ne les oublièrent jamais. Les protocoles de sécurité furent renforcés, les vérifications d'antécédents durcies, et de nouvelles procédures internes furent mises en place pour éviter qu'un tel scénario puisse se reproduire. Quant à Émilie, elle retourna à sa vie d'avant, marchant sur les trottoirs, ramassant des bouchons de bouteilles vêtue de sa robe jaune. Mais cette fois, les gens la regardaient autrement. Certains employés lui souriaient, d'autres la saluaient ou s'arrêtaient pour lui dire bonjour. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle continuait simplement à marcher, observant, écoutant. Sa grand-mère lui avait souvent répété « Faire attention peut sauver des vies ». Et maintenant, elle en avait apporté la preuve. Les hommes derrière le complot avaient été arrêtés, le piège inversé, et rien n'avait explosé. Tout cela grâce à une fillette qui avait refusé de se taire. Rassuré, M. Delcourt décida qu'il voulait en savoir davantage sur celle qui lui avait sauvé la vie. Il demanda à Claire de trouver son adresse. En apprenant qu'elle vivait à seulement quelques rues dans un petit appartement avec sa grand-mère, il décida d'y aller en personne, sans caméra, sans journaliste, seulement lui et son assistante. Quand ils frappèrent à la porte, c'est Émilie qui ouvrit, surprise mais sans peur.
Sa grand-mère, une femme âgée au visage doux et marqué par la fatigue, les invita à entrer. L'appartement était modeste, mais propre, imprégné de simplicité et de dignité, du linge plié sur une chaise, quelques photos jaunies au mur, et sur une étagère, une collection de bouchons alignés avec soin. Monsieur Delcourt s'assit et commença à lui poser des questions, ce qu'elle aimait à l'école, ses matières préférées, ce qu'elle voulait devenir plus tard. Il fut frappé par son calme et la clarté de ses réponses. Elle ne réagissait pas comme une enfant ordinaire. Elle avait vu le danger et choisi d'agir. Après un long moment de conversation, il se tourna vers elle et dit « Je veux t'aider ». Émilie le regarda sans comprendre d'abord. Alors il expliqua. Il voulait lui offrir une bourse d'études complète, pas pour une seule année, mais aussi longtemps qu'elle souhaiterait apprendre. Fournitures, cours particuliers, études supérieures, échanges internationaux, tout serait pris en charge. La grand-mère resta muette quelques secondes émue. Monsieur Delcourt poursuivit. Le courage que tu as montré ne doit pas être oublié. Une enfant capable de comprendre un danger, de réfléchir vite et d'agir juste, c'est une personne dans laquelle il faut investir. Émilie regarda sa grand-mère qui hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Puis elle demanda d'une voix timide « Est-ce que je pourrais être comme les agents qui les ont arrêtés ?» Monsieur Delcourt sourit sans moquerie, avec un profond respect. « Tu peux devenir tout ce que tu veux. » Le lendemain, à l'école, quelque chose d'inhabituel se produisit. Dès qu'Émilie entra dans la classe, son enseignante interrompit la leçon et commença à applaudir. Un à un, les élèves l'imitèrent. Certains ne connaissaient pas toute l'histoire, seulement qu'elle avait fait quelque chose d'important. D'autres avaient entendu leurs parents en parler, mais tous la saluèrent avec respect. Rougissant, Émilie baissa les yeux, ne sachant pas comment réagir. L'institutrice sourit et dit à la classe « Parfois, faire ce qui est juste est difficile. A veces da miedo. Pero cuando alguien se atreve a hablar para detener algo malo, sin importar su tamaño o su edad, demuestra un valor verdadero. » La niña se sentó en su escritorio sin comprender del todo el peso de aquellas palabras, pero sintiendo algo dentro de sí, algo cálido y lleno de orgullo. Los demás alumnos la miraban diferente, ahora no con envidia, sino con respeto. Ya no la trataban como a la niña callada. Algunos incluso le pedían que se uniera a sus proyectos en grupo, o que se sentara con ellos en el almuerzo. Era una experiencia nueva para ella, pero no dejó que eso la cambiara. Seguía escuchando más de lo que hablaba, y seguía alineando sus chapitas durante el recreo. En las semanas siguientes, la promesa del multimillonario se hizo realidad. Un abogado visitó a su abuela para ayudar con los trámites. Una mujer del Departamento de Educación fue a la escuela para planear clases de apoyo especiales. Le preguntaron a la niña si necesitaba una computadora, libros o algo que le ayudara a aprender más rápido. No pidió mucho. Solo quería un diccionario, un cuaderno y unos auriculares para poder escuchar grabaciones en distintos idiomas. Había decidido que quería aprender más árabe y quizás otros idiomas también. Su abuela la ayudó a preparar un pequeño espacio de estudio en casa con un escritorio y una lámpara. Movieron el estante de las chapitas para hacer lugar. Algunos vecinos comenzaron a notar los cambios repartidores que traían materiales funcionarios que pasaban de vez en cuando. Pero la niña no presumía. Seguía caminando por el mismo camino a la escuela. Seguía ayudando a su abuela con las tareas del hogar, pero ahora, cada vez que pasaba frente a la torre corporativa, sabía que detrás de esas puertas de vidrio había personas importantes que recordaban su nombre y lo que había hecho. El multimillonario continuó manteniéndose en contacto de vez en cuando. No interfería en su vida,
pero enviaba pequeños gestos, un mensaje a través de su asistente, una nota en su cumpleaños, o un nuevo libro sobre resolución de problemas o historia mundial. Un día la invitó a ella y a su abuela a un almuerzo tranquilo en su oficina. Hablaron sobre la escuela y sus progresos. Ella le contó que le gustaban las matemáticas y la lectura, pero que no disfrutaba escribir ensayos largos. Él rió y le dijo que de niño había sentido lo mismo. No volvieron a hablar del incidente. No hacía falta. Ya había cambiado todo. Antes de que se fueran, él le entregó una nueva identificación. No una para abrir puertas, sino una que decía invitada de honor con su nombre. Si alguna vez quieres volver a visitar, solo muestra esto, le dijo. Ella asintió, sosteniéndola con cuidado, como otro de sus tesoros. Su abuela dijo, con la voz llena de emoción, «Gracias de nuevo, esta vez de verdad». El multimillonario respondió que el verdadero agradecimiento le pertenecía a la niña, y que todo lo que estaba recibiendo se lo había ganado con sus propias acciones. Aunque aún no comprendía por completo la magnitud de lo ocurrido, la niña sabía que las cosas eran diferentes ahora. Su abuela sonreía más. Su maestra le prestaba más atención. A veces extraños la detenían en la calle para preguntarle, ¿eres la niña de las noticias? Ella nunca decía sí ni no. Solo asentía con educación y seguía caminando. Pero por dentro sentía algo más profundo. No exactamente orgullo, sino propósito. Sabía que había hecho lo correcto. Incluso cuando fue aterrador y confuso, ese sentimiento se quedó con ella. No olvidó a los dos hombres junto a la limusina, ni el momento en que decidió hablar. Tampoco olvidó que el multimillonario la escuchó cuando más importaba. Todo lo que vino después había cambiado su camino. La beca, el apoyo, las nuevas oportunidades. Todo era consecuencia de haber prestado atención y de haber actuado cuando otros no lo hicieron. Su destino aún no estaba escrito, pero ya no era incierto. Había abierto una nueva puerta, no con dinero ni suerte, sino con valentía. Y eso moldearía su vida para siempre. Con su vida transformada, tras los acontecimientos que lo cambiaron todo, la niña nunca volvió a ser solo la pequeña callada de la acera. Siguió recolectando chapitas por un tiempo más por costumbre que por otra cosa. Pero ahora también pasaba tiempo leyendo, escribiendo y haciendo preguntas. A medida que crecía su enfoque, se volvía más nítido. No desperdiciaba tiempo en distracciones. Tenía claro qué era lo importante para ella. Sabía lo que significaba mantenerse alerta, notar los pequeños detalles y actuar cuando los demás se paralizaban. En la adolescencia se volvió aún más decidida. Estudiaba con disciplina. Sus materias favoritas eran los idiomas, la historia y los sistemas políticos. Se quedaba después de clase, preguntando a sus profesores sobre conflictos internacionales o cómo se formaban los tratados de paz. Usó la beca que había recibido para acceder a programas y materiales especiales que la mayoría de los estudiantes no tenía. Sus profesores notaban lo concentrada que estaba. No estudiaba solo para aprobar exámenes. Quería entender cómo funcionaba el mundo, cómo las personas tomaban decisiones y cómo esas decisiones podían afectar millones de vidas. Et parfois cela fait peur, ajouta l'institutrice. Mais lorsqu'une personne ose parler pour empêcher quelque chose de mal, quel que soit son âge ou sa taille, c'est cela le vrai courage. Émilie s'assit à son bureau. Elle ne comprenait pas totalement la portée de ces mots, mais elle ressentait au fond d'elle quelque chose de chaud, de lumineux, de fier. Les autres élèves la regardaient autrement, non plus avec curiosité ou jalousie, mais avec respect. Elle n'était plus la fille silencieuse du fond de la classe. Certains l'invitaient à participer à leurs projets de groupe, d'autres à déjeuner avec eux.
C'était nouveau pour elle, mais elle ne laissa pas cela la changer. Elle continuait à écouter plus qu'elle ne parlait, et pendant la récréation, elle alignait toujours ses bouchons colorés sur le banc de pierre. Au fil des semaines, la promesse de M. Delcourt devint réalité. Un avocat vint voir sa grand-mère pour l'aider avec les formalités. Une représentante du ministère de l'Éducation nationale se rendit à l'école afin d'organiser des cours de soutien personnalisés. On demanda à Émilie si elle avait besoin d'un ordinateur de livre ou d'autres matériels pour étudier plus vite. Elle ne demanda pas grand-chose, simplement un dictionnaire, un cahier neuf et un casque pour écouter des enregistrements dans différentes langues. Elle voulait perfectionner son arabe et apprendre d'autres langues encore. Sa grand-mère l'aida à aménager un coin d'études dans l'appartement, un petit bureau, une lampe et une étagère, réorganiser les bouchons déplacés avec soin. Peu à peu, le quartier remarqua les changements des livreurs, montant du matériel des visiteurs officiels. Mais Émilie ne se vantait pas. Elle continuait à emprunter le même trottoir pour aller à l'école à aider sa grand-mère à la maison. Pourtant, chaque fois qu'elle passait devant la tour Delcourt, elle savait qu'à l'intérieur, derrière les vitres miroitantes des gens importants, se souvenait d'elle et de ce qu'elle avait fait. Monsieur Delcourt, de son côté, prenait de temps à autre de ses nouvelles. Il n'intervenait pas dans sa vie, mais envoyait des attentions discrètes, un mot transmis par Claire, une carte d'anniversaire, ou un livre sur l'histoire du monde, ou la résolution de problèmes. Un jour, il invita Émilie et sa grand-mère à déjeuner tranquillement dans son bureau. Ils parlèrent de l'école de ses progrès. Elle lui confia qu'elle aimait les mathématiques et la lecture, mais qu'elle n'appréciait pas les dissertations. Il rit doucement. Moi aussi, je détestais écrire des rédactions quand j'étais petit. Ils ne reparlèrent pas de l'incident. Ce n'était plus nécessaire. Il avait déjà transformé leur vie. Avant qu'elle ne parte, il tendit à Émilie un badge plastifié portant son nom et la mention « Invité d'honneur ». « Si tu veux revenir un jour, montre simplement ceci, » dit-il. Elle hocha la tête émue, tenant le badge comme un trésor. Sa grand-mère le remercia d'une voix tremblante. « Merci encore, cette fois pour l'avenir. » Monsieur Delcourt répondit que les remerciements revenaient à Émilie et qu'elle avait mérité tout cela par son propre courage. Même si elle ne comprenait pas encore toute l'ampleur de ce qui s'était passé, Émilie savait que tout avait changé. Sa grand-mère souriait davantage. Sa maîtresse la suivait de plus près. Et parfois, dans la rue des Inconnus, s'arrêtait pour lui demander « C'est vous, la petite fille, dont on a parlé ?» Elle ne disait ni oui ni non. Elle souriait simplement et continuait son chemin. Mais à l'intérieur, elle sentait grandir quelque chose de plus fort que la fierté, un sentiment de but. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, même si c'était effrayant, même si c'était difficile. Ce sentiment-là, elle ne l'oublierait jamais. Elle n'oublia pas non plus les 2 hommes près de la limousine, ni le moment où elle avait choisi de parler. Elle n'oublia pas non plus que le PDG avait écouté quand cela comptait vraiment. Tout ce qui suivit la bourse. Le soutien, les nouvelles opportunités découlaient de ce jour-là, de cette décision simple mais courageuse, agir quand les autres se taisent. Son avenir n'était pas encore défini, mais il n'était plus incertain. Elle avait ouvert une porte, non pas avec l'argent ni la chance, mais avec le courage, et cela allait orienter toute sa vie. Les années passèrent. Émilie ne redevint jamais la petite fille silencieuse du trottoir. Elle continua un temps à ramasser des bouchons par habitude, plus que par jeu. Mais désormais, elle lisait, écrivait, posait des questions. En grandissant, son esprit devint plus concentré. Elle ne se laissait pas distraire. Elle savait ce qui comptait. Elle comprenait l'importance d'être attentive, de remarquer les détails que d'autres ignoraient d'agir quand tout le monde hésite. À l'adolescence, sa détermination s'affirma encore. Elle étudiait avec rigueur. Ses matières préférées étaient les langues
l'histoire et les systèmes politiques. Après les cours, elle restait souvent pour interroger ses professeurs sur les conflits internationaux ou la façon dont les traités de paix étaient conclus. Grâce à la bourse, elle eut accès à des programmes et des ressources auxquelles peu d'élèves pouvaient prétendre. Ses enseignants remarquèrent à sa concentration, elle n'apprenait pas pour les notes, mais pour comprendre comment le monde fonctionne, comment les décisions sont prises et comment elles influencent des millions de vies. Un jour, lors d'un projet scolaire intitulé « Ce que je veux devenir plus tard », Émilie n'hésita pas une seconde. Tandis que ses camarades écrivaient pompier, médecin, artiste ou sportif, elle inscrivit clairement « Je veux devenir analyste du renseignement ». La classe resta un instant silencieuse. Quelques élèves échangèrent des regards étonnés, mais l'enseignante esquissa un sourire, elle comprenait. Ce choix n'était pas un caprice d'enfant. Il venait d'une histoire vécue, d'un souvenir gravé. Après l'école, Émilie rédigea une courte lettre qu'elle adressa à M. Delcourt, qui restait en contact avec elle au fil des années. Elle le remercia une nouvelle fois pour la bourse d'études, puis lui parla de son projet. Elle termina son message par une simple question. « Pouvez-vous m'aider à en apprendre davantage sur le travail du renseignement ?» Quelques jours plus tard, Claire, l'assistante de Delcourt, lui répondit. Le PDG avait lu la lettre et voulait l'aider. Il avait organisé une rencontre avec un ancien agent du renseignement national, aujourd'hui consultant dans le privé. Le rendez-vous eut lieu un samedi. Émilie mit une chemise propre, un jean, et prit un petit carnet de notes. L'entretien devait se dérouler dans un immeuble discret près du centre-ville. L'ancien agent l'attendait à l'entrée. Il ne portait pas de costume sombre ni de lunettes noires. Il avait l'air affable, attentif. Il l'emmena visiter le centre d'analyse où il travaillait. Rien à voir avec les films, pas de grandes cartes murales, ni d'écrans rouges clignotants. Seulement des ordinateurs, des rapports et des analystes discutant calmement. Il lui expliqua que le renseignement n'était pas d'abord une affaire d'action, mais d'information. Notre travail, c'est d'observer, de comprendre et d'empêcher les crises avant qu'elles n'éclatent. Il parla de l'importance des faits, des schémas, des détails, et de la nécessité de comprendre les gens, leur comportement, leur culture, leur motivation. Émilie écoutait fascinée, notant chaque mot. Plus il parlait, plus elle se sentait certaine c'était ce qu'elle voulait faire de sa vie. Après cette rencontre, elle n'arriva plus à penser à autre chose. Elle lut des livres sur le renseignement et la diplomatie, s'inscrivit à des cours en ligne. Regarda des documentaires. Elle commença à étudier l'histoire des conflits et des négociations de paix. Forte de ses bases en arabe, elle décida d'apprendre aussi le russe et de perfectionner son français institutionnel, convaincue que la compréhension linguistique était une arme de paix. Ses compétences s'élargissaient rapidement. Quelques mois plus tard, Claire la recontacta. Cette fois, ce n'était plus une simple rencontre. Émilie venait d'être sélectionnée pour un programme international de diplomatie et de sécurité destiné aux étudiants prometteurs. Une opportunité rare chaque année, à peine une dizaine de jeunes étaient choisis. Le programme incluait des voyages, des séminaires, des projets de groupe et des échanges directs avec des spécialistes de la sécurité mondiale. Elle lut la lettre 2 fois, puis la montra à sa grand-mère, celle qui lui avait appris à observer, à poser des questions, à ne jamais détourner le regard. Sa grand-mère s'assit, prit la lettre et sourit sans un mot. Émilie murmura « Je veux protéger les autres comme tu me l'as appris. » Le programme se déroulait dans une autre ville. Elle devait partir pour la première fois loin de chez elle. Sa grand-mère prépara sa valise avec soin et lui rappela en la serrant dans ses bras. « Utilise tes yeux, tes oreilles et ton cœur. N'en oublie aucun. » À son arrivée, Émilie découvrit d'autres jeunes venus de nombreux pays. Certains paraissaient nerveux, d'autres trop sûrs d'eux. Elle, fidèle à elle-même, resta discrète mais observatrice. Les ateliers abordaient des sujets complexes, menaces internationales, cybersécurité,
crise humanitaire, tactique de négociation. Lors des simulations, elle n'était pas la plus bavarde, mais ses stratégies fonctionnaient. Elle détectait les failles dans les scénarios, proposait des solutions claires quand les équipes se bloquaient. Les formateurs remarquèrent sa lucidité et sa patience. Elle ne se précipitait jamais. Elle attendait le bon moment pour agir comme autrefois, cachée derrière cette poubelle de pierre devant la limousine. Ce qu'elle apprenait n'était pas que théorique, cela rejoignait ce qu'elle avait vécu. Elle comprenait mieux que quiconque pourquoi le timing, le détail et le courage faisaient toute la différence. Au fil du programme, Émilie, désormais jeune femme, commença à rédiger de courts essais et rapports. Elle tenait un carnet où elle notait tout ce qui fonctionnait, ce qui échouait, ce qui la surprenait ou l'inquiétait. Elle ne voulait ni gloire, ni fortune, ni pouvoir. Elle voulait être utile, présente dans la pièce où les décisions se prennent. Pas pour ordonner, mais pour aider ceux qui décident à voir ce qu'ils oublient. Ses mentors impressionnés commencèrent à lui confier des missions plus complexes. « Tu vois ce que les autres ne voient pas », lui dit un de ses mentors. Cette phrase devint sa force tranquille. Émilie se souvenait souvent de ce jour anodin où, en ramassant des bouchons de bouteilles, sa vie avait basculé. Ce n'était pas le hasard, ni la chance, c'était parce qu'elle avait remarqué quelque chose d'étrange, écouté avec attention et pris cela au sérieux. Désormais, son parcours ne faisait que commencer. Il y aurait encore un long chemin des apprentissages, des erreurs, des réussites. Mais une chose était certaine, la fillette qui avait un jour prévenu un milliardaire d'un piège était devenue une femme capable d'en déjouer beaucoup d'autres. Et elle ne faisait que commencer. Quelques années plus tard, devenue adulte, Émilie Delcourt, son nom complet désormais reconnu dans les milieux académiques, se tenait droite sur l'estrade, tandis que son nom résonnait dans le grand amphithéâtre. Elle venait d'obtenir, avec mention, son master en relations internationales. Des années d'efforts, de rigueur et de sacrifice menaient à cet instant. Sa grand-mère, assise au premier rang, retenait ses larmes, un sourire fier aux lèvres. Émilie portait la toge traditionnelle, ses cheveux attachés avec soin, et au col, une simple broche, celle qu'elle avait reçue lors du programme international de diplomatie, son talisman. Autour d'elle, les autres diplômés prenaient des photos, riaient, saluaient leur famille. Émilie restait calme. Elle ne pensait ni à la fête, ni aux vacances. Elle pensait déjà à la suite. Quelques semaines après la remise des diplômes, elle reçut une invitation confidentielle, un stage réservé à une poignée de candidats triés sur le volet au sein d'un programme rattaché au service de renseignement français. Aucune annonce publique, aucune inscription ouverte. Elle accepta immédiatement. Ses compétences linguistiques, sa compréhension des systèmes politiques et surtout son vécu faisaient d'elle une candidate idéale. Mais plus encore, elle avait une histoire, un passé concret, mêlé à de vraies décisions, à un vrai danger. Et son premier poste la ramena là où tout avait commencé. Sa mission d'entrée dans le programme fut inattendue. Elle fut envoyée sous couverture dans la même société où enfant elle avait découvert le complot qui visait M. Delcourt. Cette fois, elle n'était plus la petite invitée timide. Elle revenait comme stagiaire, en renseignement opérant sous un nom d'emprunt, sans insigne, sans armes, intégrée parmi les employés ordinaires. Affectée au service des communications internes, elle eut accès à certains systèmes et circuits de transmission. Très vite, son œil d'analyste repéra des anomalies, connexions inhabituelles, échanges d'emails suspects, comportements discrets entre certains employés. La plupart auraient la parlé de bugs ou d'erreurs humaines. Mais pas elle. Émilie nota chaque détail, recoupa les horaires, vérifia les identités. Elle découvrit qu'un petit groupe d'employés récents n'avait ni antécédents clairs, ni références vérifiables. Malgré leurs fonctions modestes,
Ils tentèrent d'accéder à des données sensibles. Elle ne dénonça personne immédiatement. Elle observa, rassembla, confirma. Grâce à sa connaissance du bâtiment, les couloirs, les angles morts, les accès de service, elle rédigea un rapport interne complet, destiné uniquement aux responsables sécurité, habilités à collaborer avec les autorités nationales. Une enquête conjointe fut discrètement ouverte. Pas de scène spectaculaire, pas de cris. Juste de la méthode surveillance numérique, filature silencieuse, analyse de communication. Les résultats confirmèrent ses soupçons. Ses employés faisaient en partie d'un réseau international d'espionnage numérique dont la mission était de siphonner les données économiques de grandes entreprises européennes. Le plan était précis, collecter progressivement des informations stratégiques, puis les transmettre à l'étranger. Quand tout fut prêt, une opération d'arrestation discrète fut déclenchée. Émilie, toujours à son poste, coordonna depuis l'intérieur guidant, les agents signalant les mouvements suspects, validant les identités. En quelques heures, plusieurs individus furent arrêtés et une fuite de données massive fut évitée. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une bombe sous une voiture, mais d'un virus dans un réseau. Le danger pourtant était tout aussi réel. Après l'opération, Émilie reçut un message. Le président directeur général de l'entreprise souhaitait la voir. Elle sut instantanément de qui il s'agissait. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas revus, depuis le jour où, enfant, elle lui avait tendu un vieux téléphone, contenant une preuve qui lui sauva la vie. Elle monta dans l'ascenseur menant au dernier étage. Les bureaux avaient changé plus modernes, plus lumineux. Mais en franchissant la porte, l'atmosphère lui parut étrangement familière. Monsieur Delcourt se tenait près de la baie vitrée, regardant la ville. Quand il se retourna, leurs yeux se croisèrent. Un long silence passa. Puis il sourit légèrement et avança vers elle. « Émilie, dit-il d'une voix apaisée, tu as grandi. » Elle acquiesça droite professionnelle, le regard ferme. Rien ne restait de la petite fille au regard inquiet. Devant lui se tenait une femme sûre d'elle, prête à défendre ce qu'elle croyait juste comme toujours. Pourtant, malgré les années, Émilie conservait la même gravité, la même concentration. Monsieur Delcourt la regarda longuement avant de dire « Tu m'as sauvé la vie 2 fois ». Elle resta silencieuse une seconde, puis répondit simplement « Et vous m'en avez offert une ». Il hocha la tête, comprenant parfaitement. Il n'y avait rien de plus à ajouter, chacun savait ce que l'autre représentait. Il l'invita à s'asseoir et ils parlèrent brièvement de l'opération. Il connaissait déjà le rapport, mais l'entendre de sa voix rendait l'affaire plus humaine. Émilie expliqua calmement comment elle avait remarqué les anomalies, recoupé les indices et aidé à prévenir une nouvelle crise. Le PDG l'écouta sans l'interrompre, absorbant chaque détail. Quand elle eut terminé, il se renversa dans son fauteuil et murmura « C'est la même fille qu'autrefois, juste dans une autre version d'elle-même. » Émilie esquissa un léger sourire. « J'ai l'impression de ne jamais avoir vraiment quitté cet endroit. » Il la regarda avec une admiration sincère, pas pour son âge ni son titre, mais pour ce qu'elle incarnait. Avant qu'elle parte, il lui posa une dernière question. « Tu comptes rester dans ce domaine? » Elle se leva droite et sereine. « Oui, il reste encore beaucoup à faire. » Il lui serra la main avec respect, non comme un PDG face à une stagiaire, mais comme un homme face à une égale. Leur échange fut bref, mais plein de sens. Tous deux savaient que leur rencontre, une fois encore, n'était pas un hasard. En quittant le bâtiment, Émilie longea le trottoir, où des années plus tôt, elle ramassait des bouchons. Le quartier avait changé, plus de circulation, des façades rénovées. Mais l'essence du lieu restait la même. Elle passa devant l'endroit précis où elle s'était jadis cachée, derrière une poubelle de pierre, enregistrant la conversation qui avait bouleversé sa vie. Aujourd'hui, elle n'était plus une enfant.
Elle revenait formée, aguerrie, déterminée. Sa mission n'était pas terminée. En vérité, elle ne faisait que recommencer. Le cercle était bouclé de la fillette qui comprenait les murmures en arabe à la femme qui neutralisait des infiltrations par la stratégie et la patience. Émilie n'avait pas besoin de reconnaissance ni de titre dans les journaux. Elle savait qui elle était et ce qu'elle voulait faire. Peu importait où l'amènerait la route vers une autre entreprise, un autre pays ou une autre opération, elle serait prête. Car elle avait déjà prouvé 2 fois qu'observer attentivement et agir avec courage pouvait tout changer. Des années plus tard, 49 ans. À 49 ans, Émilie Delcourt était devenue directrice de l'un des principaux services de renseignement français. Son parcours avait été long. Études terrain, analyse, décision, nuits sans sommeil. Elle avait grandi, de l'enfant curieuse à la femme à qui l'on confiait la sécurité d'un pays. Aucun passe-droit, aucun raccourci, chaque poste, elle l'avait mérité. Et lorsqu'elle accéda enfin à la direction, elle n'oublia pas son passé. Son premier grand projet national fut un programme qu'elle conçut elle-même, Les Yeux Vigilants. Une initiative éducative destinée aux écoles françaises visant à enseigner aux enfants comment observer, faire confiance à leur instinct et signaler les situations dangereuses exactement comme elle l'avait fait autrefois. Le programme n'était pas fondé sur la peur, mais sur la conscience. Des officiers formés et des enseignants collaboraient pour apprendre aux élèves à reconnaître les signaux d'alerte sans panique. L'objectif montrait que même les plus jeunes peuvent faire la différence à leur échelle. La première année. Les Yeux Vigilants fut lancé dans plus d'une centaine d'écoles. Des cours interactifs, des études de cas réels, des outils simples pour réagir en cas de comportement suspect. Émilie visita personnellement plusieurs classes. Elle raconta son histoire, pas les parties classifiées, mais juste assez pour transmettre l'essentiel, observer, écouter, agir. Les enfants l'écoutaient captivés. Certains posaient des questions. D'autres partageaient leurs propres expériences des choses vues, mais jamais dites. Le programme leur donnait confiance. Il apprenait aussi aux enseignants à écouter vraiment et à agir avec discernement lorsqu'un élève s'exprimait. En quelques mois, les premiers résultats apparurent. Des vols mineurs furent empêchés. Un élève signala un comportement suspect dans un centre commercial. Et puis, survint le cas le plus marquant. Une fillette de 9 ans. Eva remarqua 2 hommes prenant des photos d'une zone interdite, près d'une base navale, alors qu'elle rentrait de l'école avec sa grand-mère. Elle ne savait pas exactement ce qu'ils faisaient, mais quelque chose sonnait faux. Et elle se souvint de ce que sa professeure avait dit durant le programme. Quand ton instinct te parle, écoute-le. Et parle à quelqu'un de confiance. Eva ne garda pas ce qu'elle avait vu pour elle. Dès qu'elles furent rentrées à la maison, elle raconta tout à sa grand-mère. Celle-ci ne minimisa rien. Elle contacta aussitôt les autorités locales et donna tous les détails. Eva se souvenait de tout le visage, des hommes, leurs vêtements, la voiture stationnée près de la zone. La police prit son témoignage très au sérieux, impressionnée par la clarté et le calme de la fillette. Une enquête fut lancée, les forces de l'ordre examinèrent les caméras de surveillance des environs et découvrirent que les 2 hommes utilisaient de fausses identités. Leurs appareils photos furent saisis à l'intérieur des centaines d'images détaillées des infrastructures de la base navale. Il s'agissait d'une tentative de fuite de données classifiées, stoppée à temps grâce à Eva. Les informations n'avaient pas encore été transmises à l'étranger. Les arrestations eurent lieu moins de 48 heures après son signalement. La nouvelle circula discrètement dans les réseaux gouvernementaux. Lorsqu'Émilie Delcourt lut le rapport, elle resta longtemps immobile. Tout cela lui paraissait familier, pas comme un souvenir douloureux, mais comme un cercle qui se refermait. Une enfant, une observation, le courage de parler, l'instinct d'agir. Cela recommençait sous une autre forme.
Émilie envoya une invitation personnelle à Eva et à sa grand-mère. Elles furent conduites jusqu'au siège de l'Agence nationale de renseignement dans le bureau d'Émilie. La pièce vaste et sereine respirait la maîtrise écran sécurisé carte du monde lumière douce. Ava entra sans savoir à quoi s'attendre. Émilie se leva, s'approcha et s'agenouilla légèrement pour être à sa hauteur. « Tu es une héroïne », dit-elle simplement. Eva resta interdite, tandis que sa grand-mère émue hochait la tête avec fierté. Émilie leur fit visiter le centre, présenta Eva à quelques analystes et expliqua comment les photos découvertes auraient pu causer de graves dégâts. « Tu as vu quelque chose et tu en as parlé », dit-elle à la fillette. « C'est ça le vrai courage. » Eva n'en comprit pas tous les enjeux, mais elle écouta attentivement. Émilie lui remit alors un certificat et une petite médaille, non pas pour la décorer, mais pour lui rappeler une chose. Ceci est pour tes yeux, ceux qui ont vu ce que d'autres n'auraient pas remarqué. Quelques jours plus tard, Émilie entreprit une autre visite plus intime. Elle se rendit dans une résidence paisible pour retraités où vivait désormais M. Delcourt, l'ancien milliardaire. Il ne dirigeait plus d'entreprise, mais son regard vif trahissait toujours la lucidité d'autrefois. Ils s'assirent dans le jardin sous les arbres. Elle lui parla d'Eva de la base navale des photos, de la manière dont une autre petite fille avait à son tour changé le cours d'une histoire dangereuse. Il l'écouta sans l'interrompre, puis esquissa un sourire. « Cela s'est reproduit, dit Émilie. Une autre enfant a sauvé des vies. » Il hocha la tête. « Ce sont toujours ceux qu'on n'attend pas, comme toi jadis. » Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Tout était clair. Le schéma se répétait, la vigilance, le courage de la parole, juste au bon moment. Avant de partir, Émilie resta un instant à côté de son fauteuil. « Vous avez été le premier à m'écouter, » dit-elle doucement. « Et cela a tout changé. » Il la regarda avec fierté. « Et maintenant, c'est toi qui écoutes les autres. » Émilie quitta la résidence, le cœur apaisé. Le monde restait dangereux, oui, mais le cycle du courage avait recommencé cette fois, avec des structures solides, des programmes, et des centaines d'yeux attentifs, prêts à voir ce que les adultes oubliaient. Jour de l'honneur national. Quelques mois plus tard, Émilie monta sur la grande scène d'une esplanade parisienne. Devant elle, des responsables d'État, des enseignants, des élèves et leurs familles s'étaient rassemblés. Elle respira profondément avant de commencer. « La sécurité ne commence pas dans les bureaux, dit-elle. Elle ne naît pas des dossiers ni des pare-feux. Elle commence par l'observation. » Elle marqua une pause, son regard parcourant la foule. Elle commence quand une personne remarque quelque chose d'inhabituel et choisit de ne pas se taire. Elle commence avec des yeux attentifs et des voix courageuses comme la mienne, comme celle d'Eva, comme celle de tant d'enfants de ce pays, qui observent le monde autour d'eux et comprennent que leur voix compte. Sa voix resta douce, posée. Pas de grands discours héroïques, pas d'effet de manche, juste la vérité. Après la cérémonie, des familles vinrent la remercier. Des enseignants lui serrèrent la main. Des enfants lui posèrent 1000 questions auxquelles elle répondit toutes avec patience. Pour Émilie, ce n'était pas une fin, mais une continuité. L'idée n'était plus seulement la sienne, elle appartenait désormais à une génération entière. Une génération qu'on n'élevait plus seulement à bien se comporter, mais à protéger avec discernement. Ce soir-là, de retour dans son bureau, Émilie s'assit seule. Elle ouvrit un tiroir et contempla les quelques objets qu'elle gardait toujours près d'elle. Un vieux bouchon de bouteille brillant, un badge d'invité d'honneur et la petite médaille gravée du nom d'Ava. 3 symboles, 3 époques, une même leçon, observer, croire, agir. L'un des objets dans le tiroir était le vieux téléphone qu'elle avait utilisé lorsqu'elle était enfant, celui avec lequel tout avait commencé, celui qui avait enregistré la première conversation des décennies plus tôt. Il ne fonctionnait plus depuis longtemps, mais il restait là comme un rappel silencieux
de ce jour où une fillette en robe jaune avait choisi de ne pas se taire. Émilie sourit doucement, remit le téléphone à sa place et referma le tiroir. Son agence avait reçu au cours des 6 derniers mois plus de signalements venus d'enfants que durant les 5 années précédentes réunies. La plupart concernaient des choses sans gravité, mais quelques-uns avaient permis d'éviter de vrais incidents. L'objectif n'était pas que chaque enfant sauve le monde. L'objectif était qu'il sache qu'il le pouvait. Émilie éteignit son écran et leva les yeux vers la fenêtre. La ville en contrebas bourdonnait d'activités lumineuses vivantes. Quelque part peut-être une autre fillette ou un autre garçon observait quelque chose d'étrange hésitant à parler. Et peut-être grâce aux yeux vigilants, il ou elle le ferait. La voix qui un jour avait sauvé une vie en avait fait résonner des centaines d'autres. Et bientôt encore plus de voix se lèveraient parce que le cycle avait recommencé et rien ne pourrait l'arrêter. Et voilà notre histoire touche à sa fin. Merci infiniment d'être resté jusqu'ici. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, la partie qui vous a le plus touché ou celle que vous avez le moins aimée. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. À très bientôt.